Alors, j'ai maintenant le plaisir d'accueillir Jérémy Ruet, cofondateur et CEO de Unli et Céline Clavry, qui est la directrice du groupe des relations entreprises Omnes Éducation, pour investiguer un sujet souvent touchy et décisif, le financement des études de nos enfants. Bonjour Jérémy, bonjour Céline. Bonjour Florence. Alors, on va commencer avec Jérémy. Est-ce que tu pourrais nous faire le pitch de Unli, donc l'entreprise que tu as montée? Oui, bien sûr. Ni en quelques mots, en fait, on est un organisme, donc entreprise d'utilité sociale qui est basé à Lyon et on travaille pour faciliter l'accès à l'éducation et on va se concentrer sur l'une des principales barrières qui est le financement des étudiants. Voilà, et on va y répondre de différentes manières. Donc, tu es un expert des coûts de formation. En moyenne, ça coûte combien les coûts de formation pour les études d'un jeune? En fait, il y a vraiment deux catégories de coûts hein, pour le coût d'une formation. La première, c'est tout ce qui est lié aux frais de vie. Et là, du coup, c'est très variable en fait selon la ville d'études. Et là, tout de suite, dedans, on y met le loyer, on y met le transport, l'alimentation, la santé, les frais de vie quotidiens. Et là, en moyenne, en France, il faut plutôt compter environ 1 000 euros mensuels pour un jeune, mais ça peut monter de manière plus significative. Je pense notamment à ceux qui font leurs études à Paris, où là, on est plutôt sur une moyenne de 1 500, 1 600 euros par mois pour vivre dignement, j'entends. Et ça reste des moyennes. Et ensuite, il y a la deuxième catégorie de frais qui est ce qu'on appelle, nous, chez Only, les besoins d'investissement. Donc là, c'est tout ce qui est lié à des dépenses exceptionnelles qui sont plutôt uniques. Donc là, ça va être tout ce qui peut être lié à la mobilité, comme l'achat d'une voiture, par exemple, mais également les frais de scolarité si l'école est payante, mais également le matériel professionnel. Je pense notamment parfois à des filières professionnelles où il y a besoin de s'équiper de matériel. Et là, du coup, le coût va vraiment être très dépendant finalement du type d'études réalisées. Voilà, donc en fait, le budget à définir pour un jeune ou pour ses parents, il est très dépendant du coup de ces deux choses, donc le lieu d'études et du type d'études réalisées. Et souvent, on se concentre sur le besoin d'investissement et on oublie un petit peu le coût des frais de vie qui sont moins visibles, on va dire. Et aujourd'hui, on a quoi comme solution de financement pour les études de son jeune? Alors, en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'en France, il y a beaucoup de solutions. Donc, c'est à la fois la bonne nouvelle et le fait que ça rend le financement compliqué parce qu'il y a voilà, il y a un panel d'offres de solutions qui est assez large. Donc, moi, si j'avais un conseil en fait à donner aux parents, c'est plutôt du coup de pas se concentrer sur une seule solution, mais plutôt de trouver en fait la bonne recette et de trouver le bon mix de différentes solutions de financement. Donc, mon conseil pour ça serait d'abord plutôt de commencer par tout ce qui est aide publique, mais nationale. Donc là, il faut penser aux Crous, aux aides au logement, et petit à petit, en fait, redescendre du plus national au plus local. Donc ensuite, regarder ce que fait la région, ensuite regarder ce que fait son département, et ensuite, même parfois sa commune. Il peut parfois y avoir des aides à l'éducation au sein de sa commune ou de son quartier. Ensuite, là où également il faut regarder le deuxième axe, c'est ce que fait l'école, parce que l'école peut proposer des bons plans, des choses qui améliorent le budget. Je pense notamment aux stages rémunérés, à des jobs étudiants qui sont parfois à l'intérieur même de l'école, voire même de l'alternance qui peut complètement résoudre une grosse partie du besoin de financement. Et enfin, la troisième partie, c'est qu'il ne faut pas s'empêcher non plus de parfois compléter en fait ce besoin-là par un emprunt bancaire qui coûte actuellement très peu cher. Donc en fait, le budget, c'est composé de plein de composantes en fait. Il n'y a pas juste une solution, c'est vraiment un agrégat en fait de solutions. C'est une recette en fait. Chacun doit trouver sa propre recette, c'est ça? C'est exactement ça. Il faut trouver la bonne recette et cette recette, en fait, elle va être du coup voilà, dépendante de ce que peut apporter l'école, où a grandi le jeune, où sont originaires ses parents. Il faut même regarder parfois du côté de son employeur, parce qu'il peut y avoir aussi des aides. Donc, il faut vraiment avoir la vision et le panorama le plus large possible en fait pour constituer cette recette. Ok, très bien. Je me tourne maintenant vers Céline. C'est quoi votre mission au sein du groupe Omnes Éducation? Alors, au sein du groupe Omnes Éducation, moi, je suis la directrice groupe des relations entreprises et des alumni. Donc, mon métier, en fait, c'est avec toutes les équipes des écoles d'accompagner, on va dire, 4 grandes missions. La première, c'est d'abord comprendre les besoins des entreprises, les partager avec nos équipes en école pour participer à ce process un peu large qui consiste à adapter nos programmes de formation aux besoins du marché. Donc, avoir des réponses en termes de formation qui soient les plus pertinentes possibles pour les jeunes qui rejoignent nos écoles. Ensuite, on a une deuxième grande mission qui est évidemment d'accompagner nos étudiants pour se préparer au marché de l'emploi. Donc ça passe par des ateliers CV, des préparations aux entretiens, de la construction de projets professionnels.
Ensuite, on a une troisième mission qui est de développer l'offre de placement en stage et en apprentissage. Donc ça passe par des relations très étroites et très nourries avec nos 10 000 partenaires entreprises, qui sont des entreprises de toute taille. On va trouver du grand groupe, de la PME, de la TPE, des entreprises familiales, des startups. Et puis, dernière mission, c'est évidemment d'accompagner nos étudiants pour qu'ils deviennent des alumni et de mieux anticiper leurs besoins en termes de formation tout au long de leur parcours professionnel, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la question de la formation, elle ne s'arrête pas aux études supérieures initiales, mais qu'en fait, les besoins se développent tout au long du parcours professionnel, notamment parce que les carrières ne sont plus du tout linéaires. Et donc, on accompagne aussi nos étudiants qui sont devenus nos anciens dans cette dynamique-là. D'accord. Et tout à l'heure, Jérémy nous en parlait. En fait, dans tous les éléments qu'on a pour mettre en place sa recette personnelle pour le financement de la formation de son étudiant, de son jeune, eh bien, il y a des dispositifs qui sont mis à disposition par les écoles. Et au sein du groupe Omnes Éducation, qu'est-ce qu'il y a comme dispositifs justement qui peuvent permettre de financer les études de son enfant? Alors, les dispositifs qu'on a mis en place sont assez classiques dans le monde des écoles en règle générale. Il y a ce que Jérémy disait tout à l'heure, évidemment les dispositifs de bourse, que ce soit des bourses d'État quand on répond à des critères boursiers auprès du Crous, mais on peut aussi trouver des bourses d'école sur des critères de mérite. Donc ça, c'est vraiment très dépendant de chaque école et du dispositif qui a été mis en place, mais c'est aussi un point qu'il faut penser à regarder parce que quand on est très méritant dans son parcours, ça peut être aussi un moyen complémentaire dans le financement de ses études. Ensuite, on trouve là aussi très classiquement le partenariat avec les banques. Ce qu'il faut savoir, c'est que les écoles bénéficient de relations de très grande proximité et souvent depuis assez longtemps avec des établissements bancaires qui sont des partenaires et dont le métier est d'accompagner les familles et les étudiants sur des offres adaptées en termes de services, ce qu'on appelle de bancarisation, c'est-à-dire accéder à une carte bancaire, ouvrir un compte, et puis évidemment accéder à des emprunts étudiants dans des conditions de taux très réduits et avec des aménagements en termes d'amortissement ou différés de remboursement. Donc, c'est souvent beaucoup plus intéressant de passer par les partenariats qui sont noués avec les écoles parce qu'en fait, ce sont des offres très spécifiques qui sont souvent en fait, adaptées, voilà, tout à fait adaptées, qu'on peut trouver de manière classique quand, par exemple, un parent décide de passer par sa banque. Il peut tout à fait monter un dossier de prêt étudiant, mais il faut savoir que les écoles, en règle générale, négocient quelques éléments de pourcentage supplémentaires sur les taux, ce qui rend le taux encore plus attractif. Et comme en plus on est dans une période où les taux sont extrêmement bas, c'est vrai que le financement par l'emprunt des études supérieures est quelque chose d'assez intéressant. Et puis, dernier élément, il y a évidemment les cursus en apprentissage qui permettent aux étudiants à partir de la 3e année de bachelor et puis en Master 1, Master 2 de financer leurs études en travaillant en entreprise sous forme d'un contrat de travail et de suivre leur formation. Et puis après, on va trouver des petites choses et là, c'est pareil, c'est spécifique en fonction des écoles, mais on peut avoir des petites bourses à l'emploi pour trouver un petit job qui sont souvent le fruit là aussi de partenariats avec des grands partenaires qui, entre guillemets, le mot est pas joli, mais consomment de la ressource étudiante pour des petits jobs qui permettent aussi de financer les frais de vie. Exactement, tout à fait. Et puis, c'est une expérience de plus qu'on peut rajouter sur son CV en plus. Donc, tout à fait. C'est quelque chose qu'on peut valoriser assez facilement et qui sont tout à fait compatibles avec des études supérieures, même si évidemment, ça demande un investissement supplémentaire. Juste pour rebondir sur l'apprentissage, c'est devenu quelque chose qui est beaucoup plus commun par rapport à avant aussi, non? Alors oui, on a eu une accélération très forte sur les 2 dernières années, notamment parce qu'il y a eu des dispositifs publics d'encouragement au développement de l'apprentissage et c'est essentiellement le secteur de l'enseignement supérieur qui a profité de cette évolution. Donc effectivement, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui pour un étudiant de trouver une entreprise pour réaliser son apprentissage et c'est aussi une bonne modalité de financement. Et c'est beaucoup plus valorisé aussi. Du fait, ça intéresse beaucoup les entreprises parce qu'en fait, ça permet de développer l'employabilité de manière beaucoup plus précoce dans le
dans le parcours d'études poursuivies. Donc c'est vrai qu'un jeune qui a fait 1 an, 2 ans, 3 ans en alternance, il représente un potentiel et une maturité pour le marché du travail qui est effectivement beaucoup plus forte qu'un étudiant qui n'aurait fait qu'un petit nombre de stages ou qui n'aurait pas eu l'opportunité de faire au moins une année d'apprentissage. Pour autant, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'aujourd'hui, c'est la voie royale pour rentrer sur le marché du travail. Je pense que les écoles ont suffisamment développé leurs relations avec leurs partenaires entreprises pour que tout type de profil puisse, au regard des expériences qui sont les siennes dans un parcours d'études, donc ça peut être un engagement associatif, ça peut être le fait d'avoir fait des petits jobs à côté, d'avoir eu des stages hyper intéressants, sont à peu près équivalents à ce que peut amener aussi un parcours en apprentissage pour rentrer sur le marché de l'emploi. Très bien, merci Céline. Jérémy, vous avez une approche qui est assez intéressante sur le financement des études. Vous parlez d'une recherche d'un ROI, un retour sur investissement. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Oui, parce qu'en fait, quand on parle de financement, donc de dépenses, il faut toujours mettre en face ce que ça rapporte. Et du coup, ce rapport entre ce que ça rapporte et ce que ça coûte, c'est le retour sur investissement. Du coup, nous, chez Uni, on considère vraiment que l'éducation, c'est un investissement, mais un investissement sur soi-même. Parce qu'au final, quand on se forme, on va se créer des compétences pour soi. Et en fait, c'est la valorisation de ces compétences sur le marché du travail qui va permettre de voir si les compétences qu'on s'est achetées, entre guillemets, qu'on s'est créées, ont une réelle valeur. Donc en fait, ce qui est évident, c'est que quand on se forme à quelque chose, le ROI est toujours positif parce qu'avoir des compétences, ça sert toujours sur le marché du travail. En revanche, certaines compétences sont plus recherchées que d'autres. Et donc du coup, ce qui va être intéressant de comparer, c'est quelle est la valeur du coup de ces compétences, compétences qui peuvent être matérialisées par un diplôme, par une école, par une formation. Quelle est la valeur de ces compétences sur le marché du travail? Et du coup, en fait, quand on fait le rapport entre ce que vaut ces compétences par rapport à ce qu'elles ont coûté, bah, parfois certaines formations ont des ROI qui sont très très forts et d'autres ont des ROI qui sont plutôt faibles. Voilà. Donc, voilà, si je vous donne quelques statistiques, alors là, c'est des moyennes, donc avec toutes les limites que peuvent comporter des moyennes. Si je prends par exemple la différence entre un bac plus 3 et un bac plus 5 type ingénieur, si je prends juste le salaire à la sortie, un ingénieur gagnera tout de suite à l'entrée sur le marché du travail 700 € net de plus par mois qu'un simple bac plus 3. Donc là, on est sur des moyennes, hein. Donc tous les bacs plus 3 ne se valent pas. Mais imaginez 700 € par mois sur une carrière complète, sur 42 ans, je crois maintenant, c'est énorme. On parle de différences de delta qui sont énormes. Donc voilà, donc l'intérêt, c'est vraiment d'arriver à percevoir en fait le retour sur investissement de la formation dans lequel on va se lancer pour se rendre Pour compte bien si la choisir. formation Ouais. est pour bien choisir, tout à fait. Ouais. Et comment est-ce qu'on peut s'assurer du ROI de sa formation? Parce que là, vous nous donnez envie de trouver une formule magique pour s'assurer de ça. Là, la formule magique, c'est entre guillemets le marché qui le dit, c'est-à-dire qu'est-ce qu'a besoin actuellement la conjoncture économique, qu'est-ce qu'elle est prête à rémunérer sur le marché du travail. Et du coup, le meilleur indicateur, c'est l'employabilité en fait qu'offre le diplôme. Donc en fait, plus ces compétences acquises sont valorisées sur le marché du travail, plus le jeune va pouvoir prétendre à un salaire plus élevé et plus il sera employable facilement. Voilà, si je prends des exemples, voilà, il y a des marchés qui sont il y a certains secteurs en fait, d'emploi qui sont en forte tension. Je pense notamment aux développeurs web. Peu importe le niveau d'études, là on n'est pas face à un niveau d'études. Pareil, il y a une carence énorme en termes d'ingénieurs sur le marché français. Donc voilà, ça c'est des formations où derrière le ROI est assuré, même si l'école a un coût de formation initial. Et au sein du groupe Omnes Éducation, quels indicateurs vous suivez justement pour vous assurer de ce ROI pour vos étudiants? Eh ben, on regarde exactement ce que Jérémy vient de mentionner, hein, alors qu'après on articule sous forme de plusieurs indicateurs de nature un peu différente. Il y a le taux d'insertion et la rapidité en termes de temps de cette insertion, c'est-à-dire est-ce que le jeune il est déjà pré-identifié avant sa diplomation? Est-ce qu'il est embauché tout de suite au moment de sa diplomation? Est-ce qu'il est embauché 3 mois, 6 mois après sa diplomation? Donc ça sont vraiment des éléments qui nous permettent de dire bah oui, là on est sur un marché en tension, donc
nos étudiants se placent avant même d'avoir fini leur parcours d'études, ou au contraire, on est sur des métiers où il y a plus d'offres de formation que de réelles places sur le marché de l'emploi. Donc tout ça sont des indicateurs qu'on regarde de manière très précise. Ensuite, il y a le niveau de salaire à la sortie, puis à 3 ans de vie professionnelle. Donc ça nous permet de regarder aussi comment se fait l'évolution dans l'emploi et comment sont valorisées les compétences dont on dote nos étudiants. Alors évidemment, ça ne repose pas que sur ça, hein. Il y a aussi la capacité d'un jeune sur le marché du travail, à savoir se positionner, se valoriser, prendre des missions qui vont l'aider dans sa progression. Mais en tout cas, c'est quand même un indicateur qui nous permet de voir comment sont positionnées les fourchettes de salaire sur les différents métiers auxquels on forme. Et puis après, il y a le parcours professionnel qui va être mené sur les 3 à 5 premières années, qui nous donne pas mal de renseignements sur le marché de l'emploi. Et puis aussi sur le comportement de nos jeunes en situation professionnelle sur ces premières années. Est-ce qu'ils sont plutôt, on va dire, fidèles à leur premier employeur, ou alors est-ce qu'au contraire, ils font une première expérience et puis ils bougent très, très rapidement? Est-ce que c'est à ce moment-là qu'ils font des premiers gaps de salaire, ou alors est-ce que ça intervient un peu plus tard? Donc tout ça nous aide à nous caler par rapport au marché de l'emploi. Mais globalement, Jérémy le disait tout à l'heure, hein, faire des études supérieures, on peut avoir une approche et une réflexion en termes d'amortissement sur un nombre de vies d'années professionnelles, et globalement, en 3 à 5 ans, on peut vraiment amortir un investissement initial dans ces études supérieures. Très bien. Et alors, le temps passe très, très vite. Mais juste pour terminer en quelques minutes, finalement, on est sur des budgets qui sont quand même pour les familles relativement conséquents sur le coût d'une école. Qu'est-ce que ça couvre concrètement? Alors, ça couvre le niveau des moyens qui sont mis à disposition pour faire vivre une expérience aux jeunes qui nous rejoignent. Ça couvre la qualité du corps professoral. On va chercher des intervenants ou des professeurs permanents qui ont des réelles expertises. Ça couvre aussi l'accès à un réseau d'entreprises, hein, et donc à une optimisation de l'insertion. Ça, c'est vraiment un point extrêmement important. Et puis, ça couvre en quelque sorte la promesse d'une employabilité plus forte. Et Céline, finalement, ça veut dire que le choix d'une école, ça ne doit pas forcément se faire par le prix de l'école, parce qu'on s'imagine des fois que plus le budget est important et plus on aura de chance peut-être d'employabilité à la sortie ou autre. Alors, je vais revenir sur un point que mentionnait aussi Jérémy en début d'intervention. Quel que soit le modèle, hein, qu'on soit dans le public universitaire ou dans le privé, faire des études supérieures, ça a un coût, hein. Je ne sais plus, Jérémy, vous disiez 11 300 €, j'avais en tête un peu plus de 10 000 € par an, donc ça doit être à peu près dans ces ratios-là. Mais ça, c'est le coût d'un étudiant en France aujourd'hui. La différence, c'est qui paye? Est-ce que c'est le système public via les impôts, ou est-ce que ce sont les familles quand on bascule dans des écoles sur modèle privé? Moi, j'ai envie de dire, le choix, il ne se fait pas que sur le prix, ou en tout cas pas seulement. Il faut bien évidemment évaluer la notoriété de l'école, hein, sur les secteurs d'activité visés, quel est le taux d'insertion à la sortie, la moyenne du salaire en première embauche, est-ce que l'école a un bon tissu de partenaires entreprises, avec quel type d'entreprise on travaille. Et puis, ce qu'il faut avoir aussi en tête, c'est que plus on va vers des modèles privés, plus on va vers des modèles avec un accompagnement qui est beaucoup plus sur mesure, où l'étudiant est considéré, entre guillemets, comme un client, c'est-à-dire que on considère que l'accompagnement qu'on doit mettre en place doit optimiser ses chances de se positionner sur le marché de l'emploi. Et c'est la promesse de valeur que font nos écoles aujourd'hui sur le marché. Et c'est vrai que pour certains profils d'étudiants, ça peut être particulièrement important cet accompagnement. En tout cas, c'est une vraie attente. Oui, et puis ça peut être un levier, c'est-à-dire qu'un étudiant qui est pas toujours très autonome quand il démarre ses études supérieures, parfois perdu dans le modèle universitaire, il y en a à qui ça convient très bien, hein, mais à d'autres beaucoup moins. Le système d'école est quand même très encadré, très encadrant, et c'est vrai que ça multiplie les chances, voilà, d'être en situation de réussite, et puis de se positionner correctement sur le marché de l'emploi quelques années après. Et pour terminer, Jérémy, est-ce que vous êtes raccord avec cette vision des choses? Oui, complètement. Complètement, effectivement, on parle d'employabilité. Et il y a des formations gratuites ou quasi gratuites qui ont une très faible employabilité, puis d'autres payantes qui en ont une forte. Donc, il faut vraiment
arriver à percevoir cette employabilité. Donc, l'école donne des indicateurs, c'est une première, on va dire, aide pour les familles, mais moi j'invite aussi ces familles et ces jeunes à aller découvrir les entreprises, les futurs employeurs en allant directement pour aller voir au sein même des employeurs quels sont les diplômes, les compétences qui sont recherchées et reconnues. Et enfin, ça permet du coup d'avoir la certitude d'avoir un diplôme qui va coller avec le secteur où on veut aller. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux. Hein. C'était hyper intéressant d'avoir ce point de vue de l'extérieur de Jérémy et puis à l'intérieur du groupe Omnes Éducation pour Céline. C'était, en tout cas, moi, ça m'a vraiment permis aussi de changer d'avis et de voir les choses de manière un petit peu différente sur cet investissement finalement qu'on fait pour l'avenir de nos jeunes. Et voilà, je pense que c'est très, très précieux. Merci beaucoup à tous les deux. À bientôt. Merci Florence.